Bon, il nous reste encore le deuxième exemple typique de ce genre de système inductif. Donc le premier, c'était les rails de Laplace. Et là, on va se placer dans le cadre de la spire rectangulaire en rotation. Donc pour la spire rectangulaire en rotation, on va partir de ce petit schéma-là. Il s'agit de plonger une spire dans un champ magnétique constant, qui est déjà ce qu'on avait considéré quand on avait calculé le couple magnétique sur une spire carrée. On va d'ailleurs reprendre une partie des schémas. Donc plonger le champ magnétique, la spire dans un courant constant et voir que la rotation à l'intérieur de ce champ magnétique constant va vous faire des oscillations de la tension qu'on peut mesurer au bord de la spire. Alors il faut un système un petit peu spécial pour réussir à récupérer la tension sans que vos fils ne s'emberlificotent en tournant, mais une fois que vous avez ça, c'est relativement... Enfin, c'est faisable d'un point de vue ingénierie. Donc nous, on va imaginer qu'il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Et votre système, c'est donc une spire carrée qui est parcourue par un courant en rotation autour d'un axe fixe. Donc elle est aussi plongée dans un champ B uniforme et en rotation autour d'un axe fixe. Alors on va reprendre les dessins. Donc c'est le même type de dessin, juste que ce qu'on avait fait dans le chapitre I2. Mais on va peut-être juste, il me semble, changer la définition du alpha, d'une part pour simplifier un peu les calculs, d'autre part pour vous habituer à bien faire attention aux dessins qui sont faits, à la manière de le poser dans l'énoncé, et pas à prendre des formules par cœur qui n'ont pas d'intérêt. Donc faisons un petit dessin rapide de la situation, à la fois en vue 3D et en vue du dessus. Bon, donc le schéma est le suivant. Vous avez votre spire qui est ici, PQRN, qui tourne autour de l'axe des Y, qui fait un angle alpha par rapport à X. Donc l'angle alpha, alors je ne le dessine pas ici, mais en fait il est par rapport, il faut l'imaginer en 3D, donc en vue du dessus c'est plus simple pour se le visualiser. Là vous avez votre Q, là vous avez le point R. Le champ magnétique est selon EX, Z il part dans cette direction-là, à la perpendiculaire de X. Vous avez Y qui va être le sens de rotation. Et vous voyez que le vecteur moment magnétique, avec le sens que j'ai choisi pour le courant, qui va être comme ça, puisque vous avez quelque chose qui tourne comme ça. Donc, vu du dessus, vous avez bien un moment magnétique qui va être perpendiculaire et dans cette direction-là. Donc là, vous avez alpha, ce qui change légèrement par rapport à la définition qu'on avait, il me semble, la dernière fois. Et là, vous avez du coup pi sur 2 moins alpha qui va apparaître. Et on va essayer de voir à quoi comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en équation ces différentes choses. Et donc, on va commencer par regarder la force électromotrice induite et l'équation électrique. Et donc, dans cette force électromotrice induite, on va avoir besoin de notre vecteur surface. C'est pour ça que j'ai orienté ici avec un courant I, même si le courant I va être causé par la rotation, je dois me le placer pour pouvoir faire mes calculs. Donc, le vecteur surface, en fait, il est collinaire à votre M comme ça. Vous voyez que l'angle qui est ici, ça va être du pi sur 2 moins alpha. Donc je vais avoir S qui va être la surface S multipliée par cosinus de pi sur 2 moins alpha selon X. Et l'angle fait avec Z, ici on retrouve en fait alpha plus cosinus alpha selon EZ.
Là, on n'oublie pas les parenthèses. Et cosinus de pi sur 2 moins alpha, ça fait sinus alpha. Et donc, étant donné que alpha, il y a une rotation à vitesse angulaire oméga autour de cet axe Y, et alpha, alpha c'est égal à oméga t. Donc je me retrouve avec du S sinus oméga t selon Ex plus cosinus oméga t selon Ez. Donc ça c'est pour mon vecteur S. Et si je veux avoir le flux du champ magnétique extérieur au travers de mon système, phi, étant donné que le champ est uniforme, c'est directement B scalaire S. Donc, étant donné que B, c'est selon seulement EX, il me reste juste du S scalaire EX, et S scalaire EX va faire apparaître ce S sinus oméga t. Au niveau des dimensions, on va prendre, alors je ne sais plus exactement quel est le côté qui correspond à quoi, on va dire que A, c'est cette distance-là, et B, ça va être celle-là. De toute façon, la plupart du temps, il n'y a que le produit AB qui va m'intéresser, donc j'ai B, A, B, sinus oméga t. On pourrait prendre une spire carrée, comme ça on est tranquille. Mais là, voilà, si jamais c'est rectangulaire, on va voir à quoi ça correspond. Bon, si maintenant je m'intéresse à la force électromotrice. La force électromotrice induite, d'après Faraday, E va être égale à E induit, on va dire, moins d phi sur dt. La dérivée du sinus, elle est gentille, c'est oméga fois le cosinus. Il reste donc le moins, et je me retrouve avec du moins B A B cosinus oméga multiplié par cosinus oméga t. Donc une expression du flux, de la force électromotrice qui est sinusoïdale, et vous comprenez pourquoi c'est un système comme ça, c'est en fait un alternateur, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire tourner votre spire dû à la rotation d'une turbine, vous faites tourner cette spire à l'intérieur d'un champ magnétique, et en conséquence, aux bornes de la spire, vous vous retrouvez avec une tension variable qui va être sinusoïdale. Donc il ne reste plus qu'à imposer à la turbine de tourner à la vitesse angulaire qui vous intéresse pour que ça fonctionne. Bon, si on fait, si on referme la spire, qui aura une petite résistance interne petit r. Donc on ferme la spire de résistance interne petit r sur une résistance d'utilisation, donc une résistance grand R d'utilisation. En faisant ça, vous vous retrouvez avec un système électrique. Donc on dessine notre spire. À quoi elle va correspondre, notre spire? Elle va avoir une petite résistance. On la referme sur une grosse résistance grand R. Là, j'ai petit r. Je vais prendre le même dessin ici. Donc, j'ai un I qui descend là. Ça veut dire que quand je place la force électromotrice induite, je dois le mettre dans ce sens-là. Et si je note un U grand R et un U petit r dans cette direction-là, parce que ça me permet d'avoir des conventions récepteurs pour mes résistances, j'ai que E induit moins U grand R moins U petit r est égal à 0. Donc E induit, ça s'écrit grand R plus petit r fois I. Et donc, j'ai une expression explicite pour le courant qui va correspondre à I égale donc E induit sur grand R plus petit r, et c'est égal avec l'expression de E induit qu'on a trouvé tout à l'heure, BAB divisé par grand R plus petit r, oméga cosinus oméga t. Donc vous avez une forme explicite pour le courant qui va régner à l'intérieur de votre spire.
Alors, on va faire un petit exercice pour vous, pour vérifier si vous avez bien compris comment ça se passe. Donc, un petit exercice. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il si on ne néglige pas ce qu'on appelle l'auto-inductance? L'auto-inductance de la spire. Parce que bien entendu, une spire, bon bah voilà, ça donne ça, mais si je veux avoir un courant suffisant, il faut que je démultiplie ça, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre n spires. Et quand on met beaucoup de spires, bah, ça finit par s'appeler une bobine, et vous savez que l'inductance de la bobine va venir là-dedans. Et là, il faut prendre une toute petite avance sur I5, et il faut que je vous introduise la notion d'inductance, et on va dire que quand il y a un courant qui circule dans votre spire qui est comme ça, il y a un courant qui circule, ce courant qui circule crée un champ magnétique, ce champ magnétique a un flux au travers de la surface de la spire, et ce flux-là, c'est ce qu'on appelle le flux propre, qui se rajoute au flux normal et qui va s'écrire, et c'est comme ça qu'on définit en fait l'inductance, L fois le courant. Et donc, on aura phi dot qui s'écrit comme le flux du champ extérieur plus le phi propre. L ne dépend que de la géométrie, va être une constante. I, c'est le I qui traverse effectivement votre circuit. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui change dans mes équations si je rajoute ça au flux qu'on a calculé tout à l'heure et qui correspondait simplement au BAB sinus oméga t. Ça serait le flux extérieur de notre système. Donc je vous laisse réfléchir 2 minutes, mettez sur pause. Donc qu'est-ce que ça change? Ça change que votre flux, c'est B scalaire S plus LI. Voilà, c'est la seule chose qui change, et votre B scalaire S, il n'a pas changé. Il vaut BAB sinus oméga t plus LI. Bon, donc si je regarde le E induit correspondant, c'est moins d phi tot sur dt, c'est-à-dire que lui va avoir une influence sur lui-même, c'est bien pour ça qu'on appelle ça le flux propre. Donc ça va être le moins BAB oméga cosinus oméga t d'avant, moins L dI sur dt, puisque je vous ai dit que L, il dépendait que de la géométrie, je ne suis pas en train de déformer ma spire, donc il n'y a que I qui puisse varier dans l'affaire. Je me retrouve à refaire le schéma électrique. Le schéma électrique dans votre système, c'est de nouveau la résistance interne, la résistance sur laquelle on le branche. Si j'ai mis I dans ce sens-là, ça veut dire que E induit doit être dans ce sens-là, et donc j'ai de nouveau E induit doit être égal à grand R plus petit r I. Sauf que maintenant, I apparaît aussi là-dedans, donc quand je le remplace, ça me donne moins BAB sinus cosinus oméga t, et puis un oméga qui traîne encore, moins LDI sur dt, qui est égal à grand R plus petit r I. Et avec ça, ça me donne une équation différentielle sur I que vous savez résoudre, DI sur dt, plus grand R plus petit r sur LI, qui sera égal à, ça reste de l'autre côté, moins BAB oméga sur L cosinus oméga t. Vous avez donc une équation différentielle du premier ordre, donc votre courant, plutôt que de tout de suite suivre ce qui se passe dans votre système avec votre cosinus oméga t, il va y avoir un petit régime transitoire pour atteindre le régime permanent, et le régime permanent, ce sera la solution particulière de ce truc-là qu'on peut retrouver avec les complexes. Bref, vous savez faire maintenant tout ça, avec tout ce qu'on a fait sur l'électricité. Il serait facile d'obtenir le résultat
et savoir quel est le courant qui est effectivement induit dans notre système, sachant qu'il agit sur lui-même, ce courant, au travers de cette auto-induction. Bon, alors revenons à notre problème de départ. Donc sans auto-induction, et j'aimerais avoir l'équation mécanique. Alors l'équation mécanique, elle est particulièrement triviale dans cette configuration-là, puisque en fait, le système extérieur impose un mouvement. On impose le mouvement de l'extérieur, donc on impose le mouvement à oméga constante, d'où l'opérateur, donc la turbine derrière si vous voulez, d'où l'opérateur qui doit compenser en temps réel le couple des forces de Laplace, donc le couple magnétique. Et ce couple magnétique, on l'avait calculé, ce gamma Laplace, c'est M vectoriel B. Et on a l'expression, ou alors c'est IS vectoriel B. Et on a deux causes de variation, parce que c'est IAB sinus oméga t EX plus cosinus oméga t EZ, le tout vectoriel EX, et puis j'ai un B que je peux mettre en facteur là-dedans. EX vectoriel EX, ça va me donner 0. EZ vectoriel EX, ça va me donner EY. Donc j'aurai du IAB B cosinus oméga t selon EY, avec le I qui est un I de t, qui est lui-même, par exemple, sous cette forme-là. Donc, vous devez avoir une compensation, l'opérateur qui doit exercer un couple qui est exactement l'opposé de celui qui est là. Donc là, l'équation mécanique revient juste à calculer ce couple-là et dire l'opérateur se débrouille pour compenser. Si on regarde maintenant la puissance, donc la puissance des actions mécaniques de Laplace, on a le couple et on sait que la puissance correspondante va faire intervenir la vitesse angulaire de rotation. Vous avez que la puissance de Laplace, ça va être le couple scalaire, la vitesse, le vecteur vitesse angulaire. Et ce vecteur vitesse angulaire, c'est oméga selon EY, puisque c'est une rotation à vitesse angulaire oméga constante autour de EY. Donc, ça me donne IAB B cosinus oméga t fois oméga. Donc ça, j'ai la puissance des forces de Laplace correspondante à la puissance des actions mécaniques de Laplace que l'on peut calculer. Alors, avec ça et avec le courant qu'on a ici, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui va se passer en termes d'expression, pour vérifier le couplage électromécanique parfait. Donc, le couplage électromécanique parfait. On a la puissance des forces de Laplace. Il nous reste à calculer la puissance électrique. La puissance électrique, c'est E fois I. Le E en question, on l'avait trouvé
tout au début à ce niveau-là. Donc ça s'écrit moins BAB oméga cosinus oméga t fois I. Et si on compare cette expression-là avec celle de la puissance de Laplace qui est ici, ben on voit que si je somme la puissance de Laplace et la puissance fournie au système électrique, je retrouve bien 0. Donc j'ai mon couplage électromécanique parfait. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce système? Ben, on a vu que le système ici vous permet de produire facilement, relativement facilement, une tension sinusoïdale. Vous avez une tension sinusoïdale et puis après du coup le courant qui va avec de manière à ce que ça fonctionne. Donc c'est le principe des centrales électriques. On fait tourner un truc, donc soit des turbines du fait d'un déplacement de vapeur d'eau qu'on aura produit. Et vous voyez qu'en électricité, en thermodynamique, on va s'intéresser justement au cycle de comment est-ce qu'on vaporise de l'eau, on la recondense et puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc le principe des centrales électriques est le suivant. On fait tourner des turbines, donc soit avec de la vapeur d'eau, soit avec de l'eau pour un système hydroélectrique, ou tout simplement on fait tomber l'eau et puis ça fait tourner une hélice, hein, comme les moulins à eau d'antan. Donc on fait tourner une turbine qui entraîne une spire en rotation dans un champ magnétique et ça induit une tension sinusoïdale alternative. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les systèmes électriques fonctionnent en alternative parce que ça vous permet de le faire très facilement. Alors, dernier petite remarque dans cette partie-là, et puis après ça arrêtera ce gros cours. Ce qu'on appelle le freinage par induction, ou freinage par courant de Foucault. Donc si on peut considérer un freinage par induction, c'est par exemple si vous prenez un disque métallique qui tourne ici autour d'un axe et puis vous le plongez, vous mettez un aimant proche de ce disque. Le fait d'avoir un aimant à l'intérieur, un aimant à cet endroit-là va induire des courants à l'intérieur du conducteur qui est ici, ce qu'on appelle des courants de Foucault. Et ces courants de Foucault, en première intention, donc la création des courants de Foucault, ces courants de Foucault permettent de dissiper de l'énergie par effet Joule. Donc plutôt que d'avoir des freins à mâchoire, hein, si vous regardez, vous connaissez certainement, vous avez déjà regardé votre vélo, vous savez que vous avez des petites palettes qui appuient sur la roue pour vous faire freiner et ça échauffe.
Donc déjà, ça dissipe aussi de l'énergie par simplement dissipation thermique, mais surtout, ça va manger votre caoutchouc et au bout d'un moment, il faut les changer parce que ça a été mangé et il faut repartir parce que vous n'avez pas envie que ça vous mange la roue. Si la roue ne marche plus, c'est un problème. Donc de temps en temps, on change les patins de frein. Là, vous n'avez pas besoin de changer les patins de frein, mais quand même, vous avez des systèmes qui chauffent à l'intérieur, donc il faut quand même éviter que ça chauffe de trop, parce que sinon ça va faire fondre votre métal. Mais c'est utilisé notamment sur les poids lourds, sur les rames de TGV, pour vous permettre de freiner. C'est un freinage qui est proportionnel à la vitesse, donc qui ne permet pas de s'arrêter totalement. Il faut quand même un petit frottement solide de temps en temps pour finir, mais ça permet de faire le gros du boulot. Donc ça c'est une première manière, ça ne permet pas de récupérer l'énergie électrique, ça la dissipe simplement de manière thermique. Après, dans les voitures électriques, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a d'autres systèmes qui permettent de récupérer, puisque là vous convertissez de l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc de la même manière, ça veut dire qu'il va y avoir déperdition d'énergie. Le système, l'opérateur est obligé de fournir de l'énergie pour que ça continue à tourner. Inversement, si vous appliquez ce truc-là, mais que vous fournissez plus d'énergie, ça tourne de moins en moins vite et vous avez un effet de freinage qui marche grâce à ces courants-là. Donc si on a l'occasion, on pourra le voir un tout petit peu en TP, sinon ce sera pour l'an prochain.